Ma sœur a vaporisé du parfum directement dans les yeux de ma fille de 5 ans. Ma mère, loin d'être effrayée, a éclaté de rire et a dit, si elle devient aveugle, au moins elle ne verra pas qu'elle est aussi un fardeau. Mon père n'a même pas posé son journal, il a juste commenté avec un sourire, eh bien, au moins ça sent bon maintenant. Quand j'ai essayé de me jeter sur ma sœur pour l'arrêter, mes propres parents m'ont attrapé entre eux et m'ont immobilisé, me disant de la laisser tranquille, que j'étais encore jeune, de la laisser s'amuser. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Le cri de Valentina est venu avant que je ne puisse comprendre quoi que ce soit. C'était un cri aigu et désespéré, le genre que l'on entend que lorsque quelque chose tourne vraiment mal. Et ce son m'a transpercé la poitrine comme un couteau. J'étais dans la cuisine de mes parents à faire la vaisselle, essayant d'échapper à l'atmosphère tendue du salon, quand ce cri m'a figé complètement. J'ai tout laissé tomber et j'ai couru vers le salon, mon cœur battant si fort que je pouvais à peine entendre autre chose. Ce dimanche après-midi avait commencé comme tous les dimanches chez mes parents, avec ce mélange étrange de fausse normalité et de tension sous-jacente que je connaissais depuis toujours. Dès mon plus jeune âge, j'avais appris que dans cette maison, il y avait des règles non écrites, des règles telles que Daniela, ma sœur cadette, avait toujours raison, que j'exagérais toujours, que mes décisions avaient toujours été une erreur, à commencer par mon mariage avec Rodrigo. Un homme qu'il n'avait jamais pleinement accepté, et en continuant avec la naissance de Valentina à 27 ans, un âge que, selon ma mère, était trop jeune. Elle disait que j'avais gâché ma vie comme si avoir une belle et saine fille était quelque chose dont il fallait avoir honte, comme si l'amour que je ressentais pour Valentina était la preuve d'une erreur et non la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et ma fille de 5 ans portait cette étiquette sans même savoir qu'elle existait, souriant à des grands-parents qui la toléraient à peine, cherchant une affection que cette maison lui donnait à peine. J'avais beaucoup hésité avant d'y aller ce jour-là. Rodrigo était en voyage d'affaires depuis jeudi et Valentina me demandait depuis des jours d'aller voir ses grands-parents. « S'il te plaît, maman, je veux voir mamie et papy », m'avait-elle dit ce matin-là avec ses grands yeux bruns, si pleins d'espoir. Comment expliquer à une petite fille de 5 ans que ses grands-parents la tolèrent à peine? Comment lui dire que pour eux, elle n'est pas une petite fille aimée, mais la preuve que sa mère a pris de mauvaises décisions? On ne peut pas. On ne dit pas ça à une petite fille qui veut juste jouer avec sa grand-mère et qu'on lui dise qu'elle est aimée. Alors oui, j'ai pris mes affaires, je l'ai joliment habillée de sa petite robe fleurie qu'elle aimait tant, et j'ai conduit jusqu'au quartier où j'ai grandi, en me disant que cette fois-ci serait peut-être différente. Que peut-être quelque chose avait changé depuis la dernière visite il y a 2 mois, que peut-être voir la joie de Valentina adoucirait leur cœur, même un peu. J'avais tort, comme presque toujours quand j'y allais avec cet espoir. Daniela est arrivée environ 1 heure après nous, directement de l'université, portant cette énergie de fille préférée qui sait parfaitement qu'elle l'est. Elle avait 23 ans, étudiait la psychologie, sortait avec un garçon d'une bonne famille et menait exactement la vie que mes parents avaient toujours voulu pour moi, mais que, selon eux, j'avais gâché. Elle est arrivée en racontant ses réussites, ses projets, ses notes du semestre, et mes parents l'écoutaient avec ce sourire fier qu'ils ne me donnaient presque jamais. Valentina a essayé de s'approcher et de jouer avec sa tante quand elle est arrivée, avec cette innocence d'enfants qui ne comprennent pas encore que tous les adultes ne les aiment pas. Daniela l'a regardée pendant à peine 1 seconde et a continué à parler à mes parents comme si ma fille n'était pas là. Je suis allé dans la cuisine pour faire la vaisselle afin de ne plus avoir à voir cette scène. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le cri. Ce que j'ai trouvé en arrivant dans le salon m'a paralysé. Valentina était par terre, ses 2 petites mains pressées contre son visage, pleurant d'un cri qui brise l'âme. Daniela se tenait à côté d'elle avec une bouteille de parfum coûteuse à la main et avait un petit sourire qui n'était pas de regret ou de peur, c'était un sourire de satisfaction. Ma mère était assise sur le canapé à regarder la scène, et quand j'ai couru, ma mère a ri. Elle a ri de bon cœur. Si elle devient aveugle, au moins elle ne verra pas qu'elle est aussi un fardeau, a-t-elle dit de cette voix calme qu'elle utilisait pour dire les choses les plus cruelles. Mon père a levé les yeux de son journal et a dit sans ciller, « Eh bien, au moins elle sent bon maintenant. » Et ils ont ri tous les deux. Je me suis jeté sur Daniela avec une fureur que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Mais avant que je ne puisse l'atteindre, mes parents m'ont attrapé. Mon père m'a encerclé les épaules par derrière et m'a tiré en arrière. Et ma mère m'a saisi le poignet avec une force à laquelle je ne m'attendais pas. Ils me tenaient tous les deux pendant que Valentina continuait de pleurer par terre. « Calme-toi, Sofia » m'a dit mon père. Daniela est encore jeune. Laisse-la s'amuser. Laissez-moi partir, ai-je crié en essayant de me libérer.
Valentina a besoin de mon aide. Ils lui ont mis du parfum dans les yeux. Ma mère a serré mon poignet plus fort. Tu exagères encore? Ce n'est que du parfum. Les enfants doivent apprendre à endurer. Daniela était toujours là avec la bouteille, me regardant me débattre avec ce petit sourire qui ne quittait pas son visage. Valentina était toujours par terre. Elle pleurait toujours. Je me suis forcé à me calmer, même si à l'intérieur je tremblais de rage. Laissez-moi partir, ai-je dit plus calmement. Ils m'ont finalement lâché, et je suis allé directement vers Valentina. Je l'ai serrée fort contre moi et j'ai couru vers l'évier. J'ai ouvert l'eau froide et j'ai commencé à lui laver les yeux avec précaution pendant qu'elle pleurait contre mon cou. La peau autour de ses petits yeux était déjà rouge et enflée. Le parfum avait été vaporisé de très près, directement sur son visage. Ce n'était pas un accident. Il était impossible que ce soit un accident. « Maman, ça fait mal, ça fait tellement mal », m'a-t-elle dit de sa petite voix brisée. « Je sais, mon amour, je sais. On te nettoie. Ça va aller. » Je lui ai parlé calmement, même si mes mains tremblaient. Du salon, j'entendais ma famille reprendre sa conversation comme si rien ne s'était passé. Après presque 10 minutes à lui laver les yeux, les pleurs se sont un peu calmées, mais ses yeux étaient encore très rouges, et elle les gardait fermés car la lumière la gênait. J'ai pris mon sac à main et mes clés. « Où vas-tu » a demandé ma mère. « À l'hôpital. Ta fille a blessé les yeux de ma petite fille. » Daniela a levé les yeux au ciel. « Oh mon Dieu, tu es tellement dramatique. » C'était un accident. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je t'ai vu faire. Tu avais la bouteille à 15 cm de son visage, et tu l'as vaporisée directement dans ses yeux. Ce n'était pas un accident. Essaie de dire le contraire, a-t-elle dit avec ce sourire. Je suis parti sans rien dire d'autre. Aux urgences, nous avons été pris en charge immédiatement. Le docteur Fuentes a examiné les yeux de Valentina, et son visage est devenu grave. Les blessures causées par des produits chimiques dans les yeux d'un enfant peuvent être très graves, a-t-elle expliqué. Le parfum contient de l'alcool et d'autres composés qui peuvent endommager les tissus oculaires. Je dois lui nettoyer les yeux à fond et appliquer une pommade protectrice. Ma gorge s'est nouée. Ça va aller, je pense, mais ça aurait pu être bien pire. Vous avez bien fait de lui laver les yeux immédiatement. Puis elle m'a demandé comment c'était arrivé. Je lui ai tout raconté. Le docteur Fuentes a cessé d'écrire. C'est une agression sur mineur. Je suis légalement obligé de signaler cela aux autorités. Toute blessure intentionnelle sur un mineur doit être documentée et faire l'objet d'une enquête. D'accord, ai-je dit, parce que ma famille m'a physiquement empêché de l'aider. Ils m'ont attrapé entre eux pendant que ma fille pleurait par terre. La mâchoire du médecin s'est visiblement contractée. Elle a appelé une infirmière pour continuer le traitement pendant qu'elle faisait les signalements nécessaires. En moins d'une heure, l'agent moral est arrivé à l'hôpital pour recueillir ma déposition. Je lui ai tout expliqué en détail. Ce que Daniela avait fait, les rires de mes parents, leurs commentaires, comment ils m'avaient immobilisé pendant que Valentina pleurait. Y a-t-il des témoins? Non, seulement ma famille. Mais le médecin peut documenter les blessures, et le motif des brûlures montre que c'était direct et intentionnel à très courte portée. Ça aide. Je vais ouvrir une enquête pour agression sur mineur. Nous allons également examiner ce que leurs parents ont fait. La retenir pour l'empêcher de protéger sa fille pourrait être considérée comme une complicité ou une mise en danger de mineur. L'agent moral était très minutieux. Il a pris des photos des yeux de Valentina, recueilli la documentation médicale et posé des questions détaillées sur chaque instant. Son visage devenait plus sérieux à chaque chose que je lui racontais. Ce commentaire sur le fardeau est particulièrement troublant, m'a-t-elle dit. Il montre un schéma de cruauté envers la fille qui va au-delà de cet incident. Valentina est sortie de l'hôpital cette nuit-là avec une pommade antibiotique, des analgésiques et des instructions de suivi strictes. Ses yeux étaient encore rouges et sensibles à la lumière, mais le médecin était prudemment optimiste quant à sa guérison. Je l'ai ramenée à la maison et nous avons passé la nuit ensemble sur le grand canapé du salon. Elle était avec sa couverture préférée et son ours en peluche. J'ai gardé le téléphone allumé au cas où j'aurais besoin de faire un appel d'urgence. Valentina s'est progressivement calmée, mais elle me posait toujours la même question. Pourquoi tante Daniela lui avait-elle fait ça? Pourquoi mamie et papy avaient-ils ri?
Avais-je fait quelque chose de mal à ma tante pour qu'elle me fasse ça? Cette dernière question m'a brisé le cœur, qu'une petite fille de 5 ans aux yeux blessés se demande si elle avait fait quelque chose de mal pour mériter cela. Je n'avais pas de bonne réponse à aucune de ces questions. Comment expliquer la cruauté gratuite à quelqu'un qui voit encore le monde comme un endroit où les gens s'aiment? La vie de Valeria, ce n'est pas encore un sombre drame familial. C'est carrément dérangeant. Le moment où la mère rit et dit ça sur le fardeau, ce n'est pas une mauvaise blague. C'est une cruauté à un niveau qui semble presque irréel. Ce qui me choque le plus n'est pas ce que la sœur a fait. Ce qui me choque le plus, c'est que ses parents l'ont physiquement arrêté. Ce n'est plus un dysfonctionnement familial, c'est dangereux. Mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt cette nuit-là. Ma mère, mon père, Daniela, tous laissant des messages vocaux de plus en plus en colère. Comment osais-je impliquer la police dans une affaire de famille? Pourquoi voulait-il ruiner la vie de Daniela à cause d'un accident? J'ai bloqué tous les numéros et me suis concentré sur Valentina, mais je n'avais pas fini. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Le lendemain matin, alors que Valentina regardait tranquillement ses dessins animés, j'ai commencé à passer des appels. Le premier à Monsieur Vargas, mon avocat. Je lui ai tout expliqué et j'ai demandé une ordonnance d'éloignement d'urgence contre Daniela et des options de poursuite civile contre les trois. Vous avez une base très solide, m'a-t-il dit. Le fait que vous ayez été immobilisé pendant que votre fille était agressée ajoute une autre couche à l'affaire. Je traiterai l'ordonnance aujourd'hui. L'ordonnance a été approuvée dans les 48 heures, interdisant à Daniela de s'approcher à moins de 500 mètres de nous. Lorsque mes parents ont essayé de contester, le juge a examiné les rapports et a étendu l'ordonnance pour les inclure également. Le deuxième appel a été passé à l'université où Daniela étudiait la psychologie. Oui, la psychologie. J'ai envoyé une documentation complète, le rapport de police, le dossier médical, les notes du médecin sur la blessure chimique intentionnelle. Quelqu'un qui ferait ça à une petite fille de 5 ans n'est pas apte à travailler avec des personnes vulnérables, m'a-t-on dit. Daniela a été suspendue du programme en moins d'une semaine. L'enquête a révélé d'autres incidents passés inaperçus, des plaintes pour traitement inapproprié dans leur pratique. L'incident du parfum a été la goutte d'eau qui a brisé sa carrière avant même qu'elle ne commence. Le troisième appel a été à l'entreprise où mes parents travaillaient. Ils travaillaient tous les deux dans une grande entreprise de construction, mon père en tant que chef de projet avec 15 ans d'ancienneté, ma mère en tant que coordinatrice administrative. J'ai envoyé un email au service des ressources humaines expliquant comment 2 de leurs employés avaient ri pendant qu'une petite fille de 5 ans était agressée. Ils avaient fait des commentaires cruels sur sa possible cécité et avaient physiquement immobilisé la mère pour l'empêcher d'aider. L'examen interne a duré 4 jours. On leur a offert la même option, démission ou licenciement pour faute grave. Les 2 ont choisi de démissionner dans l'espoir de sauver une partie de leur image. Ça n'a pas marché. La 4e action a été un message que j'ai envoyé à la famille et aux connaissances qui, pendant des années, m'avaient dit que la famille était la famille. Je leur ai envoyé le rapport de police, des photos des yeux de Valentina et une explication de ce qui s'était passé. Ma tante Consuelo, la sœur de ma mère, m'a appelé en pleurant. Je n'avais aucune idée qu'ils étaient si cruels, m'a-t-elle dit. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû faire plus attention. Je suis disponible pour tout ce dont tu as besoin. Si ça va au procès, je témoignerai. Avoir ce soutien a compté plus que je ne l'avais prévu. Tante Consuelo est devenue une présence constante dans nos vies. La figure de grand-mère que Valentina méritait. L'enquête pénale a progressé rapidement. Daniela a essayé de dire que c'était un accident, qu'elle essayait le parfum et que Valentina s'était mise en travers, mais les preuves médicales la contredisaient complètement. Mes parents ont dit que j'étais déséquilibré, que j'avais exagéré une interaction normale, mais leur histoire n'a cessé de changer et leur indifférence envers les blessures de Valentina a fini par se retourner contre eux. 3 semaines après l'incident, Daniela a été arrêtée et accusée d'agression sur mineur. Mes parents ont été inculpés de complicité pour m'avoir arrêté et avoir entravé mes efforts pour protéger ma fille. Le rendez-vous avec l'ophtalmologiste a apporté des nouvelles mitigées. Valentina avait subi des abrasions cornéennes qui guérissaient, mais cela pourrait affecter sa vision à long terme. Il faudrait un suivi pendant plusieurs années. Votre fille a eu beaucoup de chance, m'a dit le médecin. Si la pulvérisation avait duré une seconde de plus, elle aurait pu subir des dommages visuels permanents, voire la cécité. Ce mot, la cécité, le même mot que ma mère avait prononcé en riant.
Le procès pénal a eu lieu 8 mois plus tard. J'ai témoigné de tout ce que j'avais vu. Le docteur Fuentes a témoigné de la gravité des blessures et a confirmé que le motif était compatible avec une application délibérée à très courte portée. Dans son avis médical, cela aurait-il pu être accidentel? Non, les blessures montrent que le parfum a été pulvérisé directement à environ 15 cm. Une pulvérisation accidentelle aurait un motif différent. C'était intentionnel. L'accusation m'a demandé ce que mes parents disaient pendant qu'ils me retenaient. J'ai pris une inspiration. Mon père disait que Daniela était encore jeune, que je devais la laisser s'amuser. Ils riaient tous les deux. Ma mère a dit « Ma voix s'est brisée que si Valentina devenait aveugle, au moins elle ne verrait pas qu'elle était aussi un fardeau. » Il y a eu des murmures dans la salle d'audience. Le juge semblait troublé. Et son père a regardé ma fille de 5 ans pleurer, avec des brûlures sur ses yeux et a dit « Eh bien, au moins elle sent bon maintenant. » Et elle a ri. Les visages des jurés se sont durcis. Plusieurs étaient des pères. L'horreur était complètement visible. Daniela a témoigné pour sa propre défense, ce qui a été une erreur. Elle a essayé de paraître pleine de remords, mais lors du contre-interrogatoire, elle n'a pas pu maintenir son histoire. Vous avez déclaré que c'était un accident. Cependant, vous avez dit à la police que Valentina le méritait pour être agaçante. Vous avez menti à la police, ou vous mentez maintenant. Daniela est devenue rouge. Elle était agitée. Je ne voulais pas dire ça. Elle a également dit aux enquêteurs, sa mère la gâte pourrie. Je la remettais juste à sa place. Cela ressemble-t-il à quelqu'un décrivant un accident? Le jury l'a vu s'effondrer. Tante Consuelo a témoigné pour l'accusation. Elle a décrit des années de favoritisme, de traitement méprisant envers moi et de ressentiment envers Valentina. Son témoignage a établi un schéma qui a fait paraître l'agression comme l'escalade d'une cruauté de longue date. Le jury a délibéré pendant 3h30 et l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Daniela a été condamnée pour maltraitance d'enfants. Mes parents ont été condamnés comme complices. Daniela a reçu une peine de 16 mois de prison plus 3 ans de probation. Mes parents ont chacun reçu 50 mois de prison et 2 ans de probation. Tous les 3 ont été interdits de me contacter ou de contacter Valentina pendant 5 ans, mais les condamnations pénales n'étaient que le début. L'avocat Vargas a intenté la poursuite civile demandant 450 000 pesos. Ils ne paieront jamais ça, lui ai-je dit. Si, ils le feront, a-t-il répondu. Ils possèdent une maison, ont des économies, des fonds de retraite, et les condamnations pénales rendent l'affaire civile presque automatique. Il avait raison. Le jury a accordé le montant total plus des dommages punitifs, atteignant 580 000 pesos. La maison où j'avais grandi a été saisie. Leurs fonds de retraite ont été gelés. L'expert comptable judiciaire a découvert que mes parents avaient épargné pour donner à Daniela une somme considérable comme acompte pour un appartement après l'obtention de son diplôme. Cet argent faisait maintenant partie du jugement, réorienté pour indemniser la petite fille qu'ils avaient appelée un fardeau. L'ironie ne m'a pas échappé. L'argent qu'ils avaient économisé pour leur fille préférée, celle qui ne faisait jamais d'erreur, celle qui méritait tout, payait maintenant les soins médicaux et la sécurité future de la petite fille que Daniela avait agressée pendant qu'ils applaudissaient. Ils ont également trouvé des comptes spécifiquement notés pour les futurs enfants de Daniela, écrits avec le soin de personnes qui prévoient de favoriser certains petits-enfants par rapport à d'autres avant même que ces petits-enfants n'existent. Le tribunal a ordonné leur liquidation dans le cadre du jugement. Chaque peso qu'ils avaient économisé pour l'avenir de Daniela est allé à la petite fille qu'ils avaient célébrée en la voyant pleurer, la petite fille dont la douleur ils avaient trouvé cela amusant, la petite fille qu'ils avaient sous-entendu serait mieux aveugle. Et ainsi, sans qu'ils l'aient prévu, tout l'argent qu'ils avaient mis de côté pour récompenser leur fille préférée a fini par être exactement la compensation qu'ils devaient à la fille à qui ils n'avaient jamais donné que de l'indifférence et de la cruauté. Les années ont passé, et Valentina est passée d'une enfant effrayée de 5 ans à une enfant confiante et heureuse. Ses yeux ont guéri complètement sans dommage permanent. Un miracle, selon l'ophtalmologiste. Elle ne se souvenait de l'incident que vaguement, comme d'une journée effrayante où tante Daniela lui avait fait mal aux yeux et où sa mère l'avait emmenée à l'hôpital. Elle l'a accepté avec le naturel avec lequel les enfants acceptent beaucoup de choses. Mes parents ont purgé leur peine de prison et ont disparu de la vie publique. J'ai appris par des parents éloignés qu'ils avaient déménagé dans une autre ville, vivant dans un petit appartement, travaillant dans des domaines très différents d'avant. Le nom que mon père avait construit en 15 ans de carrière avait été effacé avec tout le reste.
Daniela a purgé sa peine et sa probation, mais n'a pu reprendre aucune carrière avec un casier judiciaire pour maltraitance d'enfants. Ils ont essayé de me contacter après l'expiration de l'ordonnance d'interdiction de contact. Des lettres sont arrivées disant qu'ils avaient changé, qu'ils voulaient voir Valentina, qu'ils voulaient reconstruire quelque chose. J'ai renvoyé chaque lettre non ouverte parce que certaines actions sont impardonnables. Vaporiser du parfum dans les yeux d'une petite fille de 5 ans n'est pas une erreur, c'est de la cruauté. Rire de la douleur d'un enfant et faire des blagues sur sa possible cécité n'est pas un mauvais jugement, c'est de la méchanceté. Retenir une mère pendant que sa fille pleure de douleur n'est pas de la loyauté familiale, c'est de la maltraitance. Et les mots d'une lettre des années après avoir subi les conséquences légales ne sont pas de véritables excuses. Ce sont des tentatives d'échapper à l'inconfort d'être responsables de ce qu'ils ont fait. S'ils avaient vraiment changé, la première chose qu'ils auraient comprise, c'est que je ne leur devais pas une seconde de mon temps ou de mon attention. Les gens me disaient parfois que j'avais été trop dur, que les familles méritaient une seconde chance, que garder rancune était néfaste. Je leur montrais les dossiers médicaux de l'époque. Chaque jour, les photos des petits yeux de Valentina, les rapports de police documentant les rires de mes parents. Les suggestions s'arrêtaient généralement là. Parce qu'il est si facile de parler de pardon quand on n'a pas eu à voir sa fille par terre pleurer pendant qu'il la retenait pour que vous ne puissiez pas l'atteindre. Valentina avait maintenant 9 ans et réussissait très bien à l'école. Elle avait des amis, des passe-temps, une enfance construite sur un amour réel au lieu d'une tolérance conditionnelle. Elle savait qu'elle avait des grands-parents et une tante quelque part qui avaient fait quelque chose de mal quand elle était petite et c'est pourquoi elle ne les voyait pas. Elle l'a accepté avec la même facilité avec laquelle les enfants acceptent de nombreuses réalités d'adultes. Parfois, elle demandait s'il s'était déjà excusé. Je ne lui répondais pas honnêtement, pas d'une manière qui comptait. Sa maîtresse m'a montré une histoire qu'elle a écrite sur une princesse courageuse qui protégeait son royaume de personnes qui se faisaient passer pour de la famille mais faisaient du mal. Elle ne mentionnait pas spécifiquement l'incident du parfum. Je ne pense pas qu'elle ait consciemment fait le lien, mais les thèmes de la protection et des limites étaient là. Ils étaient très clairs. Votre fille a un très fort sens de la justice, m'a dit la maîtresse lors de la réunion parents-professeurs. Elle est très protectrice envers les camarades plus jeunes et prend la parole quand elle voit quelque chose d'injuste. D'où cela vient-il? D'avoir appris dès son plus jeune âge que les adultes ne protègent pas toujours les enfants comme ils le devraient, ai-je répondu, et d'avoir vu ce qui se passe quand quelqu'un s'oppose à la cruauté au lieu de baisser la tête et de l'accepter. Rodrigo et moi avions renforcé notre relation à travers tout cela. Tante Consuelo était devenue une présence hebdomadaire chez nous, la grand-mère que Valentina méritait. Nous avons construit des traditions de joie, pas de compétition, un foyer où les réussites étaient célébrées sans être utilisées pour blesser qui que ce soit. Ils pensaient que je privilégierais l'harmonie familiale plutôt que la justice, que je minimiserais tout pour éviter les conflits, que j'accepterais leur cruauté comme je l'avais fait tout au long de mon enfance, mais j'avais une fille à protéger. Et la protéger signifiait utiliser tous les outils disponibles pour qu'ils fassent face aux conséquences complètes. Ils avaient complètement tort, et au moment où ils ont compris l'ampleur de ce qui allait arriver, il ne leur restait plus rien à faire que de regarder tout s'écrouler. Pendant ce temps, la petite fille qu'ils appelaient Fardeau s'épanouissait dans une vie construite sur l'amour véritable, au lieu de la tolérance conditionnelle et de la cruauté. Les dernières réflexions de Valeria, quelque chose me fait toujours réfléchir. La destruction totale était-elle le seul moyen de garantir la sécurité? Honnêtement, étant donné la façon dont ils ont agi et rire, la retenir, il est difficile d'imaginer qu'ils changent sans des conséquences extrêmes. Donc, même si c'est dur, cela semble aussi mérité. Et s'ils avaient montré un réel remords immédiatement, cela n'aurait pas été aussi loin. Mon avis est qu'ils ne l'ont pas fait. Mais ils sont devenus défensifs, ont minimisé, et cela a scellé leur destin. La chose la plus puissante finalement, c'est Valentina. À 9 ans, écrivant sur une princesse qui protège son royaume. Cela me dit que l'objectif n'a jamais été la vengeance, c'était la protection, et cela a fonctionné. Prenez bien soin de vous. C'est votre Valeria. À la prochaine fois. Oui.